Bonjour, bonjour, cher chef de l'État. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est en tant que professionnel de la santé. En effet, je suis médecin cardiologue et j'ai un certificat de radioprotection. Je me passionne pour la prévention sanitaire. Mon métier à moi est de soigner les gens. Je vous remercie pour votre travail. Être chef d'État, c'est une tâche bien difficile. Je n'y connais rien en géopolitique. Votre vie entière est consacrée à gérer les citoyens et le territoire. Je vous en remercie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un danger qui nous menace. Les chercheurs, contrairement aux praticiens comme moi, les cliniciens, si vous voulez, j'ai fait des études scientifiques en médecine pour devenir cardiologue et j'ai décidé d'être clinicienne. Je ne suis pas devenue chercheuse, je ne suis pas chercheuse. Les scientifiques, les chercheurs, eux, vous apportent des preuves sous la forme d'articles scientifiques grâce à des études rétrospectives et des études scientifiques menées de façon rigoureuse. Moi, je suis clinicienne, donc c'est sur le terrain que je vois les problèmes de santé. Sachez que je n'attends pas les preuves scientifiques pour agir. J'observe la population et ce qui se passe et j'en tire mes conclusions. C'est comme ça que je soigne les gens et ça marche très bien. Le problème avec les chercheurs, pour qui j'ai énormément de respect, je remercie leur travail d'avoir consacré leur vie à l'étude de la science. Je n'aurais pas voulu faire ça, je préfère le contact avec les patients, donc je les remercie. Le problème des chercheurs est qu'il faut longtemps pour établir un lien de cause à effet. Je vous explique. Par exemple, un exemple concret. Le mésothéliome, donc le cancer de la plèvre et les problèmes pulmonaires liés à l'amiante. L'amiante est apparue à la fin du 19e siècle. On a vu apparaître des cancers 20 ans après. Il a fallu plus de 60 ans pour reconnaître l'amiante comme une maladie qui donne le cancer et pour reconnaître après 70 ans seulement que le mésothéliome était lié à l'amiante. On a commencé à désamianter des années plus tard, plus de 30 ans après. Et encore à l'heure actuelle, on retire l'amiante des bâtiments. Donc vous comprenez, entre les preuves scientifiques et le terrain, il y a énormément d'années qui se passent. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas une maladie. Bon, comme vous le savez, l'être humain est victime parfois de toxicité environnementale. Les pesticides, les microparticules de plastique et bien d'autres. Il est aussi victime de ses propres comportements, son mode de vie, la sédentarité. Il est également victime de la malbouffe, du tabagisme, de l'alcoolisme et bien d'autres. Addiction. Ça, j'ai envie de dire, on l'informe, il a encore la possibilité de changer. C'est mon travail au quotidien. Mais il y a un danger bien plus grave auquel je voudrais vous avertir, pour lequel l'humain ne peut pas changer et nous ne savons pas faire marche arrière, qui est bien plus dangereux que tous ceux que je viens de citer, c'est un danger, un ennemi invisible. Un ennemi invisible est le plus dangereux des ennemis. En l'occurrence, la radioactivité. Alors, pourquoi la radioactivité est un ennemi terrifiant pour l'être humain? Je vais vous parler un petit peu de ses effets. Bon, il y a un effet avec un nom un peu compliqué qu'on appelle l'effet stochastique, c'est-à-dire que la radioactivité provoque des mutations de l'ADN, donc provoque chez mutation un risque de cancer. Donc un cancer, c'est grave. Bon, il est vrai que c'est lié à la dose en radioactivité, mais parfois une petite dose peut, par manque de chance, par probabilité, provoquer le cancer. Donc on appelle ça l'effet stochastique, c'est-à-dire que l'effet très grave est peu probable, mais très très grave, ok? Donc la radioactivité donne le cancer et il ne faut pas s'imaginer que c'est parce qu'on n'a pas reçu beaucoup de doses qu'on n'a pas de chance d'avoir un cancer très grave. Deuxième problème avec la radioactivité, c'est le lien de causalité, c'est-à-dire que c'est très difficile de prouver que c'est la radioactivité qui a prouvé un cancer vu que l'humain
à la toxicité environnementale, plus son comportement qui peut être toxique. Enfin, il y a de nombreux facteurs qui font qu'il peut attraper le cancer ou tout simplement la vieillesse. Donc, entre prouver qu'un cancer lié à la radioactivité, les scientifiques, les chercheurs ont du mal. Donc, les papiers qu'on vous présente sous-estiment les chiffres. Bon, je veux en venir à ceci. Je voudrais vous rappeler l'accident nucléaire de Tchernobyl. Donc l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, un réacteur nucléaire a malheureusement explosé. Réacteur, comme vous le savez, dans nos centrales nucléaires qui est fait à base d'uranium et a libéré tous ces isotopes radioactifs. Bon. Tout d'abord, nous n'avons été prévenus ici en Europe que 2 jours après la réaction nucléaire. Okay. Et puis, ces radioparticules, cet isotope, pour faire simple, je vais vous en citer que 2, l'iode radioactif et le césium radioactif, se sont libérés dans l'environnement. Alors, pour que vous compreniez bien, l'iode, il va agir pendant 8 jours, il va aller se fixer sur la thyroïde des enfants, pas des adultes, et il risque de provoquer des cancers et des problèmes thyroïdiens chez l'enfant. Mais le césium, lui, a une demi-vie de 30 jours. De 30 ans, pardon. 30 ans. C'est énorme. Hein, malheureusement, ce n'est pas 30 jours, c'est 30 ans. Donc, pour se débarrasser du césium, il faut des milliers d'années. Okay. Le problème, c'est qu'il y a eu un nuage, du vent, comme toujours dans le climat. Le climat a changé et tous ces radioisotopes, ils ne sont pas restés sur l'Ukraine. Ils ont été déposés partout, en Biélorussie, en Europe, en Russie, en Scandinavie. Et puis ce fameux nuage, il est arrivé sur toute l'Europe et 40% de l'Europe a été irradiée. Okay. On retrouve encore à l'heure actuelle du césium dans les Alpes françaises. Donc, pas beaucoup, ok? Mais comme je vous ai dit, c'est l'effet stochastique. Il y a de la radioactivité dans les Alpes françaises. Fatalement, les Alpes ont arrêté le nuage et ont ramassé tout le césium. Et pendant des années, il va y avoir du césium. Que vous compreniez bien, le césium est dans l'air. Puis, s'il pleut, et il a plu à ce moment-là, il entre dans le sol. Dans le sol, il va contaminer le sol. Donc, l'humain peut manger un aliment qui contient énormément de césium et il va subir une contamination interne. Donc la contamination par les isotopes radioactifs, elle est dans notre atmosphère et peut provoquer des problèmes de cancer du poumon, contamination interne, notre thyroïde par l'iode et donner évidemment des leucémies, des lymphomes, aller attaquer la moelle osseuse qui se prolifère très fort et donc qui va capter tous ces isotopes radioactifs. Donc vous avez compris que la radioactivité, c'est extrêmement dangereux, mais le gros problème est qu'on ne s'en débarrasse pas avant des millénaires. Donc, je suis un peu inquiète, car ici en Belgique, je me suis renseignée pour avoir des gélules d'iode en cas de problème quand le conflit a éclaté en Ukraine, et il a fallu 24 heures, moi en tant que médecin, pour que la pharmacie me commande une gélule d'iode. Voilà. Juste une parenthèse, je trouve que c'est un peu tard. Que va-t-on faire si un réacteur nucléaire, à cause d'une bombe ou d'une attaque, entre en fusion? Comment va-t-on être protégé? Que va-t-il se passer également si ça se passe un jour férié et que les médias ne sont pas prêts pour nous informer? Est-ce qu'il y aura encore 2 jours de décalage, comme à l'époque de Tchernobyl? Bon, passons à autre chose. Ça, c'est pour les réacteurs nucléaires. Je ne comprends pas, en tant que scientifique, je ne suis pas vraiment scientifique, en tant que médecin, on va dire, le concept de bombe nucléaire. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce concept. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, une bombe nucléaire, c'est immanquablement un effet boomerang. C'est-à-dire, c'est impossible que ça attaque que l'ennemi. Celui qui a tiré la bombe va être impacté également. Donc de façon directe, ne serait-ce que parce qu'il ne contrôle pas le vent et les nuages, et que ça va irradier tout son pays, mais de façon indirecte également par les problèmes climatiques que ça va engendrer. Enfin là, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je ne suis que médecin. Donc je ne comprends pas en fait le concept de bombe atomique, tout simplement. Parce qu'il fait du tort à l'ennemi, mais il en fait pendant des années également à celui qui l'a envoyé. Bon,
L'uranium, revenons à l'uranium, c'est simple en fait. Hein. La plupart de nos centrales nucléaires fonctionnent à l'uranium. Les bombes atomiques sont également fabriquées avec l'uranium. Donc c'est un dégagement d'iode et de césium. Donc je rappelle, l'iode 8 jours, il faut protéger tous nos enfants très vite. Et le césium, 30 ans de demi-vie, donc des millénaires dans nos sols. Ok. Bon, il faut quand même savoir que sur la planète, il y a plus de 10 000 armes nucléaires qui se promènent. Ok. Alors, juste une question, peut-être naïve, mais je m'en fiche. Vous comprenez bien, avant de faire de la promotion sanitaire, il faut quand même penser à la base des bases. Mon métier n'a aucun sens d'encourager les gens à bien manger et faire attention à leur santé s'ils se ramassent de l'iode radioactif et qu'ils se chopent le cancer. Hein, donc, n'a absolument aucun sens. Donc, la question que je me posais, c'est les détenteurs d'armes nucléaires, je ne voudrais pas être à leur place, en fait. Je vous plains. Parce que vous avez un gros problème. Hein. À l'heure actuelle, on devrait plutôt être en train de se demander comment on va protéger tout ça pour éviter qu'on ne fasse usage de ces bombes et qu'on les sécurise, plutôt que de pratiquer ce qu'on appelle la dissuasion. Autre concept très difficile à comprendre, hein. Extrêmement compliqué. La politique de la dissuasion. C'est vraiment tordu. Excusez-moi, mais pour les jeunes générations, enfin moi je ne suis plus dans la jeune génération, mais c'est compliqué. Bon. Je suis complètement pacifiste, vous l'aurez compris, hein, je suis là pour la santé des êtres humains, pas pour la guerre. Mais je ne suis que médecin et ce n'est pas mon travail. Et je me doute que chef d'État, c'est compliqué et qu'immanquablement, des fois, on doit entrer en conflit avec les autres. Hein. Ok. Je veux juste vous mettre en garde parce que, bon, il y a également 440, en moyenne, réacteurs nucléaires sur la planète. Je ne pense pas que... Je ne suis pas anti-nucléaire non plus. Hein. Je pense que c'est fabuleux l'énergie nucléaire. Mais je suis tracassée par ces réacteurs nucléaires. Vous avez eu la catastrophe de Tchernobyl, vous avez vu les conséquences dramatiques et qu'il y a encore du césium dans nos Alpes. Je voudrais rajouter également qu'en consultation, moi en tant que médecin en Belgique, j'ai énormément de patientes qui ont des problèmes thyroïdiens et qui font la relation avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Je pense qu'il n'y a pas de lien scientifique qui a été établi clairement dans les journaux, mais je pense qu'il y en a, il ne faut pas être naïf. Il y a un problème. Il y a énormément de femmes qui ont des problèmes de thyroïde, et justement de mon âge. Donc à l'époque, elles avaient 9 ans. Bon, j'en reviens au problème des réacteurs nucléaires, qui n'est pas un problème, vu qu'on en a besoin. On est bien d'accord actuellement, on n'a pas trouvé d'autre solution. C'est la sécurité des réacteurs nucléaires. Donc il n'y a pas eu que Tchernobyl. Maintenant, il y a eu un deuxième réacteur nucléaire qui a pété. Ben, c'est à Fukushima, vous le savez bien, en 2011. Donc, pourquoi est-ce qu'il a pété ce réacteur nucléaire? À cause du réchauffement climatique, enfin peut-être, mais en tout cas à cause d'un phénomène climatique, un tsunami, à cause d'une vague, si vous voulez, d'un tremblement puis d'un tsunami. Bon, on n'est pas à l'abri avec ce qui se passe sur la planète à l'heure actuelle, des catastrophes naturelles, des inondations, des tremblements et autres. Donc, il y a plus de 400 réacteurs nucléaires sur la planète. Est-ce que vous, chef d'État, vous n'avez pas déjà assez de travail à essayer de stabiliser tous ces réacteurs nucléaires pour ne pas que nous ayons des problèmes à l'avenir, pour ne pas qu'ils explosent? Bon, vous avez entendu les derniers sondages, 80% des Français, en gros, ont été terrifiés par l'annonce de Macron et ont extrêmement peur d'entrer en guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus, je me permets de parler en leur nom, c'est ce qui se dit, qu'après la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas de quatrième. Ça semble assez évident que ce sera la fin de l'humanité. Voilà. Donc je voulais vous mettre en garde parce que vos chercheurs sont peut-être très compétents mais ne vous ont peut-être pas vulgarisé le problème. Je voulais vous mettre en garde des conséquences catastrophiques à long terme, irrécupérables, de la moindre explosion d'une bombe nucléaire, et je ne vous raconte pas d'une escalade dans le conflit. Donc il n'y a pas de petites bombes nucléaires. Il n'y a pas de petite allumette qu'on jette dans une botte de foin. On jette une allumette dans une botte de foin. Point. Donc, ce que je voudrais passer comme message au chef d'État actuel, merci pour votre travail, courage, mais s'il vous plaît, assurez-vous que jamais
on ne lance une bombe nucléaire. Je vous remercie pour votre écoute.